est sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Onkevele. Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. À l'instar de la crise de 2007 et 2009, encore appelée crise des subprimes ou crédit hypothécaire, la crise économique née des mécanismes de réponse à la pandémie du coronavirus a remis au goût du jour l'importance d'analyser la politique budgétaire. Dans ce numéro de Gabon Echo, nous nous intéresserons au taux d'endettement de l'État gabonais avec une analyse de la dette publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Christian Nzengue Peignet, économiste, spécialiste des risques bancaires et financiers. Bonjour docteur et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour monsieur Okinvele, merci encore pour cette nouvelle invitation sur votre émission Gabon Echo. Pour animer cet entretien, Gérard Malécou, qui n'est pas en présentiel, mais par visioconférence, nous te disons bonjour. À la prise de son, Wilfried Nzo, je suis Fabien Guy Okinvele. Gabon Echo, c'est maintenant. La dette publique est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État, ses collectivités publiques et ses organismes qui en dépendent directement, comme certaines entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, etc. Docteur Nzengue, est-ce que cette manière de parler de la dette publique vous convient? Encore merci. Je pense que cette définition me sied parfaitement. Elle résume bien ce qu'est l'endettement, ce qu'est la dette publique, effectivement, somme de tous les engagements de l'État avec tous ses démembrements qui lui sont affiliés, donc les collectivités territoriales, les collectivités locales et aussi certaines grandes entreprises publiques et tous ceux qui interviennent aussi dans le domaine de la santé, de la prévoyance sociale. Donc par exemple dans notre cas on a la CNSS, on a la CNAMGS, voilà. Donc cette définition, je pense, cadre bien ce qu'est la dette publique. Par rapport à cette définition, ça veut dire que la dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Engagement, ici, on a précisé sous forme d'emprunt. Oui, pourquoi? Parce que lorsque l'État, au début de tout exercice, doit élaborer ce qu'on appelle une loi de finances initiale qui va regrouper l'ensemble de ses dépenses et aussi l'ensemble de ses recettes. Et donc, sur cette base, elle va voir si est-ce que ce budget, l'objectif d'un budget, c'est qu'il soit toujours en équilibre. Maintenant, il peut arriver que les dépenses soient supérieures, n'est-ce pas, aux recettes attendues. En ce moment, donc, le budget se trouve donc en déficit. Et là, donc, il faut que l'État trouve les mécanismes de pouvoir financer ce déficit-là. Et parmi ces moyens, il y a donc celui de l'emprunt. Alors, on parle toujours de la dette. Comment se calcule donc cette dette? Puisque nous avons toujours le taux dont on parle de dette, un pourcentage. Non, mais la dette, c'est déjà comme vous l'avez dit. Par exemple, lorsque, il y a encore quelques temps, pour financer un certain déficit, l'État a dû émettre ce qu'on appelle une obligation, c'est-à-dire un emprunt sur les marchés financiers. Par exemple, pour, je dis un montant simple comme ça, peut-être par exemple pour 50 milliards. C'est déjà un montant. Et on va donc additionner tous ces différents emprunts-là. Et c'est ce qui va donner donc la dette de l'État. Et qui tient la dette? Mais la dette, comme vous l'avez dit, l'État, on l'a bien dit, tous ces démembrements, mais au niveau de l'administration, ça se joue au niveau du ministère de l'économie et des finances. Pourquoi? Parce que l'économie va faire tout ce qui va être prévision et autres. Et maintenant, c'est la partie du côté finance qui, elle, est chargée maintenant de faire tout ce qui est, on appelle structuration de cette dette pour aller sur les marchés, négocier les taux, etc. Ça va être la partie finance. On entend régulièrement parler de déficit public et dette publique. Quelle différence fait-on entre le déficit de l'État et la dette publique? Le déficit de l'État, c'est lorsque il se trouve dans une situation où ses dépenses sont supérieures à ses ressources. Donc, on parle de déficit. Dette, ce sont tout ce qui est emprunt que l'État va effectuer, soit pour financer ce déficit ou financer l'investissement. Donc, ça va être les dettes. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voyez, la dette, c'est un moyen financier.
de pouvoir venir répondre à certains engagements. Alors que de l'autre côté, le déficit, c'est la conséquence d'un déséquilibre entre les dépenses de l'État et ses ressources. La question de Gérard Malekou, qui est avec nous en visio, doit-on parler de dette, c'est-à-dire au pluriel et non de la dette? La dette d'un pays est souvent scindée en 3 catégories. D'abord, la dette bilatérale, c'est-à-dire les montants dus par un pays à un autre pays. Ensuite, la dette multilatérale qui représente l'argent dû par le pays à des organismes financiers internationaux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou la Banque africaine de développement, pour ne citer que ces banques, et j'en passe. Et nous avons la 3e catégorie qui est la dette commerciale, c'est-à-dire l'argent dû par le pays et des banques privées, et le remboursement de ces différentes dettes est négocié séparément et les 3 interlocuteurs n'ont pas la même souplesse. N'est-ce pas là aussi quelque chose à bien expliquer à nos auditeurs? Non, mais je pense que vous l'avez fait ici. Je pense nous ne faisons que décomposer la dette. Mais au final, tout ça, c'est la dette. Si vous voulez, vous l'avez décomposé, dette bilatérale, donc avec un seul pays, dette multilatérale, soit avec plusieurs pays ou avec les institutions financières internationales, les partenaires au développement, comme on les appelle souvent. Mais vous avez aussi oublié une autre partie que de la dette publique, qui est une dette intérieure, où l'État aussi a des engagements auprès des entreprises, donc du secteur privé national. Mais tout ceci, lorsque nous parlons de dette publique, tout ça est englobé. Tout ça est englobé. Et donc, pour en venir, quand on parlait de pourcentage, pour apprécier le niveau d'endettement d'un pays, il faut bien qu'il y ait un référentiel et il faut bien, on le dit en statistique ou en mathématiques, ce qui permet de mieux apprécier souvent un phénomène, c'est lorsque on utilise des valeurs relatives, donc lorsqu'on parle des pourcentages. Et donc, il faut avoir un référentiel auquel on le compare. Pour apprécier le niveau d'endettement d'un pays, on le compare à quoi? À son revenu. Mais c'est quoi le revenu d'un pays? Son revenu, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse qu'il a pu produire sur une période, généralement une année, c'est le produit intérieur brut. Bon, ça ce sera un autre débat de savoir, il y a plusieurs méthodes de calculer ce produit intérieur brut, mais c'est pour le moment la grandeur qui est utilisée pour apprécier l'ensemble de la richesse produite par un pays. Et donc, pour avoir le niveau d'endettement d'un pays, on va donc prendre l'ensemble, comme on l'a dit au départ, de ces engagements que l'on va chiffrer et qu'on va donc rapporter au niveau du PIB pour déterminer le pourcentage. Et donc, là, on va dire, par exemple, je vais prendre le cas des particuliers au niveau des banques commerciales. Lorsque vous voulez aller faire un crédit, pour les banques, par exemple, pour qu'elles vous accordent un crédit, elles vont s'assurer que vous n'êtes pas endetté, par exemple, à plus de 30 ou 33% de l'ensemble de vos revenus. Et là-dedans, elles vont inclure comme dette. Par exemple, si vous êtes locataire, c'est une forme de dette parce que chaque mois, vous devez payer votre loyer. On va prendre toutes vos dépenses, on va dire fixes. Si vous avez des enfants dans des établissements privés où vous payez, etc., etc., on va calculer tout ça pour en voir le niveau de vos engagements mensuels. Et on va comparer à l'ensemble de vos revenus parce qu'il n'y a pas que le salaire. Mais si votre salaire est votre seule source de revenus, ce sera comparé à votre salaire. Si vous avez un salaire, supposons que vous êtes un propriétaire, donc vous avez des maisons en location, on va compter vos loyers, etc. On va donc ramener l'ensemble de vos engagements là sur un mois, sur vos revenus mensuels. Mais la banque dit, tout ça en incluant aussi le montant du prêt que vous voulez faire, vous ne devez pas dépasser 33% de votre revenu. Et donc, pour revenir au cas de nos endettements du Gabon, donc, et de tous les pays, on compare toujours au PIB. Vous allez entendre, on va dire par exemple, la France, où je ne sais pas trop crier, est endettée à plus de 100% de son PIB, l'autre à 200%. Donc, pour le cas du Gabon, le Gabon évolue dans une zone économique, une zone monétaire qui est la CEMAC. Au niveau de la CEMAC, lorsque cette zone a été mise en place, on a défini ce qu'on appelle des critères de convergence, des critères qui vont permettre de surveiller, n'est-ce pas, tous les indicateurs macroéconomiques de chaque pays. Et dans ces critères, il y en a 4. On va laisser les autres, on va passer donc à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Parmi ces critères-là, il y a le critère du niveau d'endettement. Et là, une règle a été fixée de commun accord que tous les États doivent faire un effort pour que l'ensemble de leurs engagements financiers dont on a parlé des dettes ne soit pas supérieur à 70% du PIB. Donc ça doit être inférieur ou égal. Et donc, d'où cette grandeur qui a été mise en place pour apprécier
le niveau d'endettement maximum qui est toléré, c'est 70% du PIB. Ça, c'est la zone CEMAC qui définit ce dispositif de surveillance multilatérale qui repose sur des indicateurs macroéconomiques de convergence. Alors, vous avez parlé des critères. Nous, on veut connaître quel est l'ensemble des critères. Tout à fait. Donc, au niveau de la zone CEMAC, il y a 4 critères de convergence qui ont été arrêtés. Le premier concerne le solde budgétaire de base. Le solde budgétaire de base, donc tout à l'heure je parlais de ces déficits entre dépenses et recettes, qui doit être positif ou nul. Un budget, normalement c'est fait, un budget en équilibre. Donc on dit ce solde déficit de base doit être positif ou nul. Le second critère, c'est celui de l'inflation. L'inflation, c'est-à-dire on apprécie l'évolution des prix sur une période, généralement 1 an. On dit donc ce taux d'inflation doit être inférieur ou égal à 3%. Le troisième critère, c'est celui donc de l'endettement qui dit que le niveau de votre dette doit être inférieur ou égal à 70% du PIB. Et le quatrième critère, c'est celui qui consiste en fait à ne pas accumuler des arriérés. Lorsque vous gérez vos finances sur une période, il faut éviter de cumuler les arriérés. Donc en principe, dans vos lois de finances, chaque année, vous devez normalement intégrer donc tout ce qui est vos engagements, les paiements de vos dettes, etc., etc. Donc, voilà un peu les 4 critères de convergence qui ont été retenus au niveau de la zone CEMAC. Et parlons du taux d'endettement de l'État gabonais. Cet indicateur qui intéresse beaucoup d'observateurs de la vie économique. Aujourd'hui, où situe-t-on le taux d'endettement de notre pays? Si on peut faire un peu même la genèse, c'est un peu de faire des comparaisons avec les autres années. Si on arrive à parler de taux d'endettement, c'est parce que la crise sanitaire est venue donner encore beaucoup plus de poids. Si on remonte depuis les années 90, le taux d'endettement oscillait, si ma mémoire est bonne, nous étions environ les 30% du PIB. Et puis, on a commencé progressivement à augmenter ce taux au début des années 2000. Ensuite, à partir des années 2010, ça a continué à augmenter. Et d'ailleurs, même je pense, lorsque l'on regarde les chiffres qui ont été produits dans la note de conjoncture dynamique et dans la note de la conjoncture du ministère de l'économie et de la relance, on montre justement qu'on assiste à un fort gap, donc c'est-à-dire une forte croissance de ce taux entre 2014 et 2015. Et puis, il y a eu une légère baisse de cet endettement dans les années fin 2016-2017. Et puis, 2019, c'est reparti fortement en hausse, effectivement lié aux réponses sur la crise sanitaire du Covid-19, puisqu'on constate qu'à partir de fin 2019, là, il y a eu encore l'endettement qui a augmenté, puisqu'il y a eu des emprunts auprès du FMI, il y en a eu auprès de la Banque mondiale. Et donc, comme tout à l'heure, on parlait toujours des valeurs relatives. Si on devait essayer de regarder une progression, donc depuis 1990 jusqu'en 2019, grosso modo, l'endettement a augmenté de près de 398%. Donc, vraiment, ça veut dire que l'augmentation a été très forte. Ceci étant dit, on ne doit pas s'arrêter sur le fait que cette dette a augmenté fortement, sur le fait qu'aujourd'hui, là, en 2020, on a atteint le seuil fixé par nos critères de convergence dont on a énuméré au départ. Donc, en 2020, on a atteint ces critères. D'où vous comprenez le pourquoi de plus en plus d'économies, d'analyses financières, d'observateurs de la vie économique et sociale du Gabon s'intéressent maintenant de plus en plus à cette question, parce que la question qui taraude tout le monde, c'est, vu qu'on a atteint ce seuil qui était fixé comme étant le seuil maximal dans le cas des critères de convergence de la zone CEMAC, est-ce que le Gabon sera à même de pouvoir continuer à supporter ses engagements? Effectivement, c'est la question d'un auditeur qui se demande si le Gabon dépasse les 70% de son taux d'endettement, alors est-ce que avec tout ce que le gouvernement préconise et les banques pour intervenir, pour soutenir l'activité économique et aider les populations vulnérables par rapport à la pandémie de la Covid-19, parce que si aujourd'hui notre taux d'endettement a dépassé les 70%, c'est parce que le gouvernement a pris des politiques budgétaires pour aider l'activité économique. À ce niveau-là, dépasser les 70%, est-ce que notre pays sera à même de rembourser, à continuer à rembourser sa dette? Avant que de répondre directement à cette question, je pense qu'il est aussi important de préciser quelque chose. S'endetter
que ce soit pour un État ou si vous faites le parallèle aussi avec une entreprise, s'endetter n'est pas une mauvaise chose en soi. Et d'ailleurs, même lorsque vous faites de l'analyse de structure financière d'une entreprise privée, les études empiriques montrent que les entreprises qui sont endettées ont souvent des meilleurs résultats que celles qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est une des raisons de l'existence des marchés financiers. Pourquoi? Parce que dans les pays aujourd'hui qui sont devenus des pays à économie de marché, ces pays, à une époque, les entreprises, pour financer leur développement, recouraient essentiellement au crédit bancaire. Or, il se trouve qu'à un moment donné, dans la croissance de votre entreprise, vous avez de plus en plus de grands besoins pour vous développer. Et à un moment donné, les banques ne peuvent plus suivre. Pour faire une image simple, si au départ vous empruntiez 10 millions, 50 millions, ça va. Mais à un moment donné, quand vous allez venir voir une même banque pour 500 millions, ça peut encore passer. Mais quand une entreprise a maintenant besoin de 10 milliards, est-ce qu'elle va trouver une banque qui va emprunter les 10 milliards? D'où, à un moment donné, on passe maintenant au marché des capitaux, où là, en fonction de vos besoins, de la crédibilité de votre entreprise, vous allez soit dire, je vais ouvrir mon capital pour pouvoir permettre aux gens de venir payer donc ces actions et donc augmenter mon capital pour pouvoir financer mon développement. Donc, ceci pour revenir à notre sujet, pour dire, s'endetter en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, il faut faire le distinguo, ce que nous appelons en finance, entre la bonne dette et la mauvaise dette. Je m'explique. La bonne dette, c'est lorsque que je sois un État ou une entreprise, que j'emprunte pour financer des dépenses structurantes, pour financer des dépenses d'investissement. Pourquoi? Parce que si j'emprunte pour financer de l'investissement, cet investissement, surtout s'il est productif, va me permettre de générer des flux qui vont m'aider donc à venir rembourser ma dette. Par contre, ce que nous appelons la mauvaise dette, si j'emprunte pour financer uniquement mon fonctionnement, en ce moment-là, je me trouve dans une situation où je vais encore à nouveau chercher des financements, puisque à un moment donné, il faudra rembourser cette dette-là. Et donc, pour revenir par exemple dans le cas du Gabon, et ça, on l'a vu au niveau de la note de conjoncture, à un moment donné, on est arrivé à des niveaux où certains emprunts sont venus, non pas pour venir financer l'investissement, mais pour venir contribuer à rembourser une partie des dettes qui arrivaient déjà à échéance. Ce que vous voyez. Et donc, à partir de cet instant, la dette ne fait qu'augmenter, mais il faut toujours chercher à répondre aux exigences. Et donc, pour répondre à la question de l'auditeur, est-ce qu'aujourd'hui, si le Gabon a atteint ce taux, il peut toujours encore, je veux le dire sans langue de bois, oui. Mais quand j'ai dit oui, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de manière indéfinie à jouer sur ce mécanisme de financement. Pourquoi? Parce que atteindre le critère fixé de 70%, ça ne veut pas dire qu'une fois on a atteint ce seuil, que 1, on ne pourra plus emprunter, ou que 2, on ne peut plus rembourser sa dette. Non. Et là aussi, je le dis aux auditeurs qui m'écoutent, aujourd'hui, le débat sur ce sujet en économie, de nombreux chercheurs qui débattent dessus, et aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions. Aucune étude n'a réussi à montrer de manière affirmative que si je suis endetté même à 100%, à 200% de mon PIB, que je ne peux plus rembourser ma dette ou que je ne peux plus être solvable. Vous avez un exemple simple, et pour ce que beaucoup de fois ignorent, l'économie aujourd'hui qui est la première économie du monde, qui sont les États-Unis d'Amérique, mais c'est également l'un des pays les plus endettés au monde. Mais quand j'ai dit ça, il faut mettre un bémol, tout va dépendre aussi donc de la structure de notre économie. Les États-Unis, oui, d'abord, ils ont une très bonne monnaie, c'est la monnaie qui est utilisée dans les échanges internationaux. Ils ont des marchés financiers fortement développés. Ils ont une industrie industrielle aussi développée. Donc, ils ont, on va dire, une structure économique qui fait que, même si l'État, lui, est fortement endetté, mais il y a moyen de continuer à créer de la richesse autrement. Donc, pour revenir au cas du Gabon, bien que l'atteinte des 70% ne veut pas dire que l'État gabonais n'est plus solvable, non, mais par contre, ça sonne une alerte déjà pour dire, attention, nous devons commencer maintenant plutôt à voir quel mécanisme du côté notamment budgétaire nous devons mettre en place pour corriger ces déséquilibres que nous avons. Pourquoi est-ce que on a toujours on a continuellement des déficits qu'il faut combler? Donc on doit commencer à voir quel mécanisme mettre en place. On doit commencer à voir, est-ce que pour financer ces déficits, l'un des seuls moyens dont on a besoin, c'est uniquement l'endettement.
je prends un exemple, on a des besoins pour financer des infrastructures. Mais est-ce que pour financer des infrastructures, on a besoin de recourir uniquement à l'endettement? On peut penser à d'autres mécanismes de financement. Aujourd'hui, par exemple, les PPP, les partenariats publics-privés, on peut y songer pour certains projets. Donc, on doit faire attention en fait à ce mécanisme parce que l'on le veuille ou non, le fait que l'on soit très endetté, et puisque l'État est amené à répondre à ses engagements chaque année, parce qu'il faut honorer à ses engagements de service de la dette. Et là aussi, vous prenez la note de conjoncture économique, la dernière du ministère de l'économie et de la relance, montre que cet encours de l'endettement a augmenté, c'est-à-dire la part que l'on consacre chaque année dans le budget pour rembourser la dette a continué à augmenter. Donc, à un moment donné, l'État va se trouver dans une situation où il a ses engagements, là, ses obligations, mais or, il doit aussi investir pour sa population. Et le risque, donc, c'est plus on est endetté, plus ça obère nos capacités à investir. Vous voyez, donc c'est plutôt ce risque-là que l'on court. Mais, je l'affirme, le fait d'atteindre ces 70% ne veut pas dire que l'État gabonais devient insolvable. Mais non, mais par contre, c'est un signal déjà pour dire attention, notre endettement devient très important. Il faut que l'on commence à réfléchir à des mécanismes innovants pour financer nos déficits. En parlant donc de ces mécanismes-là, quels sont les efforts que l'État doit fournir pour avoir un taux de moins de 70%? Déjà, commencer à limiter ces endettements. 2, l'on doit aussi revoir aussi les affectations de ces différents aussi emprunts. C'est-à-dire, si l'on emprunte pour construire des routes qui vont permettre de favoriser le développement économique, qui vont permettre de favoriser l'agriculture, en ce moment-là, ça va générer derrière des ressources qui vont permettre d'atténuer notre service de la dette de l'autre côté. Parce que vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de projets intéressants dans le domaine du ministère de l'Agriculture. Mais on le sait aujourd'hui, la majorité des producteurs agricoles sont confrontés à un problème, c'est celui de l'écoulement de leur production. Donc, si par exemple, on dit aujourd'hui, on fait un emprunt parce qu'on va développer le réseau routier pour favoriser, n'est-ce pas, l'essor du secteur agricole, en ce moment-là, ça va venir d'un côté avec le développement de la route et donc le développement du secteur agricole va générer plus de ressources fiscales qui vont permettre de venir atténuer donc ces effets-là. Mais on pourra revenir dessus peut-être largement sur une autre émission parce que je suis justement en train de travailler sur cette question pour voir quelles propositions, n'est-ce pas, modestement que je suis, pourrait faire justement aux côtés de l'État pour commencer, n'est-ce pas, à corriger ces déficits publics et ne pas recourir systématiquement à l'emprunt. La crise économique due à la pandémie du coronavirus a entraîné beaucoup de dépenses à l'État et aux banques. Aujourd'hui, est-ce que la Banque centrale, notre Banque centrale qui est la BAC, n'a pas un pouvoir de contrôle sur l'endettement pour faire un signal aux États qui dépassent le seuil d'endettement d'arrêter et de proposer d'autres choses à ces États? Non, mais elle n'a pas je ne pense pas que la Banque centrale ait ce mandat-là, parce que les États sont souverains. Mais par contre, la Banque centrale, elle, aujourd'hui, notamment pour la nôtre, la BEAC, et c'est un débat aussi qui est en cours sur le fait que cette banque aussi, aujourd'hui, doit commencer à revoir un peu ses missions. Parce que depuis sa création, ses missions étaient essentiellement de veiller sur, tout à l'heure, je parlais de l'un des critères de convergence qui est le taux d'inflation, veiller sur le taux d'inflation, mais n'intervenait pas trop dans l'activité économique. Et on l'a vu justement avec la crise sanitaire née du coronavirus, la Banque centrale, la BEAC, a commencé à revoir ses stratégies. Pour preuve, elle a mis à la disposition des États de l'argent justement pour venir aider les banques commerciales à soutenir l'activité économique. Ça a été fait, je pense, dans le cas de la BEAC, je ne sais pas si c'est le cas du Gabon uniquement, je crois qu'elle a mis près de 500 millions, je crois, ou 500 milliards dans les banques pour venir soutenir le secteur privé. Mais par contre, à ce sujet, j'ai juste un bémol à émettre. L'idée en soi, elle est très bonne, mais là où elle trouve des limites, c'est que cet argent a été mis essentiellement dans ce que nous appelons les banques primaires, c'est-à-dire les banques classiques, les banques commerciales classiques. Or, ces banques commerciales classiques
de par les critères qu'elles ont pour donner du crédit, sont souvent très exigeants. Donc, n'arrivent pas à toucher forcément les toutes petites entreprises. Donc, et là, je pense qu'il y a même eu un plaidoyer à ce sens-là de certains établissements de microfinance ou de mésofinance qui ont demandé si elles ne pouvaient pas aussi participer à ce mécanisme, puisque ce sont ces microfinances-là qui, elles, sont plus au contact des toutes petites entreprises. Or, nous le savons, le tissu économique en zone CEMAC, de manière globale, et au Gabon encore plus en particulier, c'est plus les TPE qui composent notre tissu économique. Et donc, elle devait plutôt donc voir comment est-ce que, à travers cet argent qui a été mis dans ces banques primaires, qui en général, et là aussi on le sait, c'est plus des grandes entreprises qui arrivent à obtenir les crédits auprès de ces grandes banques. Et donc, on devait plutôt voir quel mécanisme mettre où les établissements de microfinance, sur la base de ces fonds, pas les fonds de ces banques à elles, mais la base de fonds que la Banque centrale vient mettre en place, voir comment est-ce que les petits établissements de microfinance pouvaient venir se refinancer à ce niveau à des taux qui devaient être revus, parce que aujourd'hui, par la COBAC, qui est l'autorité de l'organe de supervision du marché bancaire et financier au niveau de la BAC, a tous ces critères d'exigence là qui sont faits au niveau des établissements de microfinance. Donc, on pouvait voir comment elles pouvaient se refinancer au niveau des banques primaires pour pouvoir impacter un plus grand nombre de pays. Or, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on le ressent, les TPE sont totalement en difficulté. Docteur Christian Nzengue-Peigné, nous arrivons tout doucement au terme de notre entretien. Il y a un auditeur qui se pose une question sur l'endettement. Il veut comprendre pourquoi laisser l'accroissement de l'endettement. Pour le moment, c'est un des moyens que les autorités estiment avoir pour rapidement combler des déficits ou financer certains besoins. Donc, mais c'est justement comme j'ai dit tantôt, c'est la sonnette d'alarme que tout le monde tire aujourd'hui. Certes, et je l'affirme, et ça, je me quiconque de dire, un État peut être endetté, mais ça ne veut pas dire qu'il est insolvable. Mais il peut le devenir, parce que là aussi, il peut le devenir. Et c'est la crainte que nous avons tous, parce qu'on a vu dans l'histoire des crises d'endettement, en 2001, on a vu avec l'Argentine, mais qui n'est pas allé jusqu'à la faillite. On a vu en 2012 avec la Grèce, vous avez vu le feuilleton pendant plus d'un an, qui moins un aussi devait être à la banqueroute. Mais là encore, qu'est-ce que les études nous montrent? Que ces pays, même quand elles traversaient cette crise d'endettement, où on se dit que l'État devait faire faillite, mais on a quand même vu que ce soit les organismes multilatéraux ou autres, qui ont quand même continué encore à emprunter à ces États. Mais la conséquence de ça, c'est que, même si c'est vrai que c'est un État, à un moment donné, si la pression de cet endettement est très forte, parce que comme je dis, le service de la dette du coup va continuer à augmenter, à un moment donné, il va falloir équilibrer, chercher à réduire les charges. Or, pour l'État, ses principales charges vont être quoi? C'est plus le traitement de la masse salariale des fonctionnaires. Enfin, je parle du traitement plutôt que la masse salariale, le traitement des fonctionnaires. Et donc, à un moment donné, d'où vous voyez, par exemple, depuis un temps, je pense qu'on parle de les gels des réclassements, gels des ceci. Mais pourquoi? Parce que ces réclassements ont une incidence financière. Lorsqu'on vous réclasse, vous devez changer d'échelon, vous devez changer de ceci. C'est une incidence financière. Et justement, comme la pression justement liée à ce remboursement de dette ne fait qu'augmenter, vous voyez qu'on cherche des variables d'ajustement qui sont, et la variable d'ajustement la plus faible, quand vous êtes dans le privé, c'est le salarié. Vous êtes au niveau de la fonction publique, une des variables les plus faciles d'abord sur laquelle il faut jouer, c'est de manière globale, on dit le train de vie de l'État, mais souvent dans ce train de vie de l'État, une des premières données sur lesquelles on commence à jouer, c'est le traitement des fonctionnaires. Pour votre mot de la fin, docteur Christian Nzengue-Peigné, est-ce qu'un État très endetté peut être solvable et ne va pas tomber en faillite? En quelques mots, pour que les auditeurs comprennent mieux la question. Oui, j'affirme, un État peut être endetté, très endetté, mais être solvable. Toutefois, cet endettement, plus il est grand, qu'on le veuille ou non, peut avoir des conséquences sur les capacités de l'État à financer l'investissement productif. D'où, quel que soit son niveau de solvabilité, il doit petit à petit prendre des mesures qui permettent de corriger les déséquilibres budgétaires.
Merci, docteur Christian Nzengue Peigné. C'est la fin de ce numéro de Gabon Echo. Nous recevons justement le docteur Christian Nzengue Peigné, économiste et spécialiste des risques bancaires et financiers. Merci, docteur, pour votre disponibilité. Et nous allons continuer avec d'autres sujets. Nous avons à la prise de son et au montage Wilfried Nzo, Gérard Malekou, convalescent, était en visioconférence. Je suis Fabien Guy Okemvele. Merci d'avoir été les nôtres. À bientôt et continuez à respecter les mesures barrières.